Spectaculaire réconciliation Kenyatta-Odinga. À qui le mérite? C'est l'interrogation qui se trouve au menu, qui fera bien évidemment le menu principal de votre rubrique, de votre chronique, Les clés du monde avec James William Gbagidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Loris Freddy Davoy, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Spectaculaire réconciliation Kenyatta-Odinga, à qui le mérite? Alors même que la communauté internationale redoutait les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire au Kenya, eh bien, le président Uhuru Kenyatta et son opposant principal Raila Odinga viennent de sceller une surprenante réconciliation à l'instigation, semble-t-il, du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Alors, question numéro 1 à vous, James William Gbagidi. Alors, comment les Américains ont-ils pu bien procéder pour, nouer, pour donner corps à cette réconciliation entre ces deux rivaux historiques? Merci, Loris. Il n'est pas totalement certain que la réconciliation a été obtenue par les États-Unis d'Amérique. En tout cas, il n'était pas certain avant l'arrivée sur place de Rex Tillerson, mais désormais, c'est acté que effectivement, ce sont les Américains, c'est la diplomatie américaine qui a officié donc à cette réconciliation surprise. Réconciliation surprise d'abord parce qu'il y a quelques mois, vous le savez, l'élection présidentielle au Kenya a de rebondissement en rebondissement fini par donner comme vainqueur contesté le président Uhuru Kenyatta qui donc se succède à lui-même. Et son opposant Raila Odinga a contesté cette victoire. Il aurait espéré, il aurait voulu que la Cour suprême qui, dans un premier temps, avait annulé les résultats du premier tour, que la Cour suprême aille jusqu'au bout de sa logique et fasse réorganiser les élections dans les conditions qui avaient été définies par cette même Cour suprême. Et donc les deux hommes qui sont présents sur ces images étaient dans une opposition, dans une divergence de point de vue extrêmement brutale à une telle enseigne qu'il y a quelques semaines, Raila Odinga s'est fait introniser comme président de la République. Bien sûr, cette intronisation n'était pas légal, mais il l'a fait, il a annoncé la mise en place d'assemblées du peuple un peu partout dans le pays et il voulait donc que ces assemblées du peuple fassent pression sur le gouvernement pour qu'une nouvelle élection présidentielle soit organisée. Et donc, c'est dans cette circonstance que Rex Tillerson, dont nous avons parlé ici en cours de semaine, en tout cas déjà hier, Rex Tillerson a envisagé donc la mise en place d'une procédure de réconciliation. C'est une visite en Afrique d'ailleurs et a lancé les négociations entre les deux hommes pour que la réconciliation puisse se sceller. Alors, donc cette négociation n'était pas officielle et donc c'est à la surprise générale que au palais présidentiel, Raila Odinga va se rendre le vendredi matin et à l'issue donc d'un échange entre lui et le président Uhuru Kenyatta, on les voit ici sortir du palais présidentiel et annoncer officiellement à la face du monde, chacun d'entre eux avec les mots qui lui paraissent les plus appropriés, dire que désormais la réconciliation entre eux est désormais chose faite et qu'il n'y a plus de raison qu'ils se battent et qu'ils s'écharpent sur le dos des Kenyans. Et c'est donc une grande victoire pour la diplomatie américaine et Rex Tillerson, que je considère personnellement comme le pompier principal du pyromane Trump, vient donc ainsi d'éteindre un incendie, mais cet incendie n'a pas été allumé par Donald Trump, Gardon vient de le dire. C'est vrai. Doit-on y croire? C'est l'autre question, James William Gbagidi. Est-ce une réconciliation de façade ou est-ce de la diplomatie? Sont cela des questions sur lesquelles nous pourrons revenir, si vous le permettez, James William Gbagidi. Alors, pourquoi Raila Odinga n'a pas associé ses partenaires de la coalition d'opposition à ces négociations qui ont abouti à cette réconciliation? Bon, on estime en tout cas que effectivement certains de ces partis-là ont très clairement annoncé qu'ils n'ont pas été associés à ces négociations. Et effectivement, Raila Odinga a pu dans une certaine mesure, leur fait payer leur manque de soutien à son endroit dans sa nouvelle politique de résistance face au pouvoir du président Uhuru Kenyatta. Vous savez,
quand il a décidé donc de se faire introniser ou bien de se faire installer comme président de la République en dépit du fait qu'il n'avait pas officiellement gagné les élections, une partie de sa coalition était un peu opposée à cette idée qui était pour le moins jusqu'au boutiste et qui était de nature à aggraver les tensions politiques et ethniques entre les citoyens au Kenya. Et donc, il a peut-être voulu, par cette réconciliation, leur couper les herbes sous les pieds parce qu'il semblait un peu que certains leaders de cette opposition-là commençaient à se rapprocher du gouvernement. Vous savez, généralement, c'est une pratique habituelle. Quand il y a un pouvoir politique qui se consolide, il y a toujours une partie des membres de l'opposition qui lorgnent vers ce pouvoir-là parce que rester 5 ans dans l'opposition ou 10 ans, ou en tout cas pour le temps que l'on peut passer dans l'opposition, ce n'est pas toujours facile. Et en l'occurrence, Raila Odinga avait peut-être senti chez ses partisans une volonté de le devancer dans cette politique de réconciliation. Il a donc choisi d'aller lui-même le plus rapidement quand ces négociations ont commencé vers ce pouvoir de Uhuru Kenyatta, mais ce n'est peut-être pas forcément pour obtenir des subsides. Pour ce qui le concerne, c'est d'abord et avant tout, selon ce qu'il a dit en tout cas, pour éviter au Kenya de tomber encore dans une crise politique et une crise, je veux dire une guerre civile. Vous vous souvenez, en 2007, il y avait déjà eu des événements dans le pays qui ont coûté la vie à plus de 3000 personnes à l'occasion de violences post-électorales. Et ça, les Kenyans veulent l'éviter à tout prix. Justement, bien à propos de cette violence post-électorale, James Obiang-Bagidi, que dire des plusieurs dizaines, je dirais, de partisans de Raila Odinga qui ont perdu la vie dans ces violences? Oui, effectivement, à l'occasion de sa résistance face au pouvoir d'Uhuru Kenyatta lors des dernières élections, plusieurs partisans de Raila Odinga ont été tués par les forces de sécurité, notamment dans le fameux bidonville de Kibera, qui est réputé être le plus grand bidonville d'Afrique. Et justement, aujourd'hui, Raila Odinga se réconcilie avec le pouvoir en place sans vraiment consulter ses partisans. Mais il faut aussi noter une chose, la réconciliation politique n'est jamais une mauvaise chose parce que cela va apaiser les tensions politiques au sein du pays, cela va apaiser les rapports entre les citoyens. Et si les rapports sont apaisés, c'est l'économie kenyane qui va en bénéficier. Et quand l'économie va redémarrer, c'est l'ensemble de la population qui va en tirer des bénéfices. Et donc, c'est vrai, il y a eu des sacrifices, il y a eu des personnes qui se sont battues jusqu'à la mort pour Raila Odinga, mais il vaut mieux se contenter de ceux qui sont déjà partis, prier pour leur âme, pour ceux qui sont croyants bien sûr, pour qu'ils puissent reposer en paix et surtout faire en sorte que ceux qui sont encore vivants n'aient pas à subir ce même sort. Je pense, et c'est mon opinion personnelle, que la réconciliation, l'idée de réconciliation nationale prend en compte ce genre d'aspect plutôt que de s'arc-bouter sur un avenir qui n'est pas garanti. Alors, James, dans ce cas d'espèce, à quoi doit-on s'attendre? Au traditionnel gouvernement d'union nationale? Bon, il me semble bien que dans les négociations qui ont eu lieu, Raila Odinga n'a pas exigé d'être membre d'une coalition gouvernementale. Ça n'a jamais été évoqué jusqu'à présent et selon certains analystes que j'ai pu écouter sur le sujet, ce n'est pas une priorité pour Raila Odinga. Raila Odinga a déjà été Premier ministre par le passé. Aujourd'hui, ce qui lui importe, ça aurait été d'être président de la République. Ça n'a pas marché et il n'y a pas de grande chance que cela puisse se produire désormais. Ce qui donc lui donnerait aujourd'hui un peu de prestige, c'est d'être le leader de cette opposition, mais une opposition constructive qui veut donc travailler à ce que le pays se porte bien. Il faut aussi noter qu'on n'est pas dans le cas de figure de 2007 où Raila Odinga était arrivé, en tout cas le parti de Raila Odinga était arrivé en tête des législatives, même si le président en place à l'époque, Mwai Kibaki, avait annoncé, s'était autoproclamé à l'issue de l'élection présidentielle. Et donc, il y avait une majorité parlementaire pour Raila Odinga et le pouvoir entre les mains de Mwai Kibaki. Dans le cas actuel, Raila Odinga n'a pas réussi à obtenir la majorité
au niveau du Parlement, c'est-à-dire la NASA, qui est la coalition dont il est le leader, n'a pas obtenu la majorité au niveau des législatives, ni au niveau des gouverneurs, au niveau des régions, ce qui donc laisse à croire effectivement qu'au regard des résultats qui ont été obtenus, Raila Odinga n'a pas intérêt, n'a pas la possibilité d'être le chef d'un gouvernement d'union nationale. Et je ne suis pas sûr que Raila Odinga accepte d'aller dans un gouvernement aujourd'hui. À la rigueur, peut-être faut-il voir ses partisans arriver dans ce gouvernement. Mais ce qu'on a déjà commencé à noter, c'est que des mesures ont été prises pour apaiser les tensions. Entre-temps, la garde rapprochée de Raila Odinga lui avait été retirée. La garde rapprochée de ses principaux partisans, ceux qui sont membres du Parlement et consorts, leur ont été retirés en raison du fait qu'ils s'étaient mis en opposition de la loi, notamment en déclarant Raila Odinga président de la République. Et donc, il y a donc maintenant une politique qui consiste à réactiver tous ces éléments-là afin que réchauffer les relations entre les deux acteurs politiques majeurs de ce pays. Alors, dans ces circonstances, James, cette réconciliation est-elle viable? Pour ce qui me concerne, je dirais que oui. Raila Odinga n'a pas grand-chose à perdre de cette réconciliation. Ici, on s'en tient à ce que c'est une réconciliation entre deux hommes. Et cette réconciliation est quand même viable. Maintenant, il faut noter que le problème qui se pose au Kenya aujourd'hui, ce n'est pas qu'un problème politique, ce n'est pas qu'un problème entre deux hommes, mais c'est aussi un problème entre des ethnies. Les Kikuyu d'une part, les Maasai d'autre part. Et le problème entre toutes ces ethnies, cette mosaïque ethnique que constitue le Kenya, ne peut pas se régler tout d'un coup parce que les deux leaders se sont réconciliés. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, Raila Odinga n'aura peut-être pas davantage particulier qui satisfasse ses partisans. Et donc, cette réconciliation, certes, elle est actée aujourd'hui, mais il y a également des partisans de Raila Odinga qui ne sont pas contents, on l'a déjà dit, de la manière dont la réconciliation a eu lieu. Est-ce qu'ils vont laisser faire cette réconciliation jusqu'au bout? Ce sont des questions qu'on se pose, que l'avenir nous permettra de voir évoluer. Mais ce qui est certain, pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est une réconciliation assez viable, quitte à être démentie par les événements dans le futur. On finit avec cette dernière question qui porte en elle-même de la polémique. Ah bon? Oui, Donald Trump qui réussit à réconcilier des acteurs politiques du pays du père de Barack Obama. Quel commentaire? Oui, alors là, c'est... Mais écoutez, Barack Obama n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'observe la politique de Donald Trump, dont j'ai dit déjà beaucoup que j'ai déjà beaucoup critiqué par ici. J'observe la politique de Donald Trump comme étant une politique très réaliste, dans la dynamique de la réelle politique même. Vous savez, Barack Obama a eu une certaine propension à n'aller vers que les pays démocratiques, à n'aller rencontrer que les hommes politiques policés, etc. On ne traite pas avec les terroristes, on ne traite pas avec les mauvais dirigeants, etc. Où on sait qu'en Afrique, il a visité lors de son premier mandat seulement le Ghana, parce que le Ghana était un pays réputé pour sa bonne gouvernance, etc. Et puis on voit de l'autre côté Donald Trump, qui, on en parlera probablement demain, ce sera avec Tranquillin Akat Benotin, va rencontrer prochainement le président de la Corée du Nord. Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais vu Barack Obama dans une disposition pareille. Et voilà un président de la République qui, en dépit de son caractère iconoclaste, qui casse tout son chemin, comme je le dis, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais son action politique porte des fruits. Et ce sont ces fruits-là que l'on est en train de récolter dans le pays même de Barack Obama. Aujourd'hui, Barack Obama aurait pu, s'il avait voulu, même en tant qu'ancien président de la République, intervenir dans cette affaire-là. Et je suis persuadé qu'il aurait obtenu lui aussi la réconciliation entre ses frères ennemis. Mais là-dessus, Donald Trump l'a devancé et coiffé au poteau. Il ne peut que s'en prendre à lui-même. Il a réussi. Je suis en train de constater au fait que Donald Trump toilette plus ou moins sa côte. Vous savez, Donald Trump est un homme politique qui
fait ce que le commun des Américains veulent le voir faire. Et que les hommes politiques tatillons sur leur avenir, sur leur perspective, ne feraient pas. Et Donald Trump, il s'en fiche de savoir... De remplir ou non. Non, de remplir ou non. Il fait ce qu'il a promis aux Américains et que cela plaise ou non, il le fait. Et paradoxalement, il pose des actes qui auraient pu être critiqués, qui sont d'ailleurs critiqués, mais qui portent des fruits, notamment cette politique de protectionnisme à outrance qu'il vient de lancer. Ça a des retombées positives pour l'économie américaine et c'est cela qui importe à Donald Trump avant tout. Il l'a dit lors de sa campagne « Make America Strong Again ». N'est-ce pas? Restituer, sinon restaurer l'image, la grandeur de l'Amérique. La puissance de l'Amérique. Merci, James William Baguidi.